Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse grand format, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font l'actualité. Cette semaine, deux sujets majeurs font débat. D'abord, le drame des inondations à Abidjan. 59 personnes ont perdu malheureusement la vie depuis le début de la saison des pluies. Le gouvernement annonce la construction de 12 000 logements destinés à accueillir près de 60 000 personnes déguerpies. Cette réponse est-elle à la hauteur de l'urgence? On le verra avec nos invités. Puis, cap sur la Coupe du Monde 2026. Les éléphants de Côte d'Ivoire quittent la compétition plus tôt que prévu. Qu'est-ce qui explique cette élimination au-delà de l'émotion? Quelles leçons le football ivoirien doit-il tirer de cette campagne mondiale? Pour nourrir ce débat, trois invités sont avec nous ce soir sur ce plateau. Jean-Hubert Kofo, bonsoir. Bonsoir Khalil. Bienvenue sur ce plateau en précisant que vous êtes journaliste à l'Intelligent d'Abidjan. Bienvenue. Beta Michel, bonsoir. Bonsoir Khalil. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes directeur fondateur du journal Le Bélier. Et puis le troisième invité sur ce plateau qui fait son entrée dans le grand format, sinon la revue de presse grand format sur l'Intelligent TV, Kone Boubaka, bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour décrypter l'actualité. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'Africanisme, qui est une organisation de la société civile. Messieurs, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, 59 morts. C'est malheureusement le bilan communiqué par le gouvernement de Côte d'Ivoire à la suite des pluies diluviennes qui frappent Abidjan depuis le mois de mai. À cette catastrophe s'ajoutent les opérations de déguerpissement engagées dans plusieurs zones à risque, suscitant de nombreuses interrogations sur la prise en charge des populations concernées. Pour répondre à cette double urgence, le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication. En ce qui concerne les déguerpissements, le Conseil a noté avec satisfaction la mise en œuvre effective et diligente des instructions du chef de l'État relativement à la prise en charge des populations impactées. Ainsi, 2 sites de relogement ont été identifiés pour la construction de 12 000 logements à loyer modéré, devant permettre à terme de reloger environ 60 000 personnes. Pour ce qui est des inondations que nous avons connues, et notamment cette journée tragique du lundi dernier, le Conseil déplore un bilan particulièrement élevé de 59 personnes décédées cette année, alors que nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies. Il est à noter que nous n'avons connu aucune victime dans les zones identifiées comme étant à risque et dont les populations ont respecté les consignes de sécurité du gouvernement et accepté de se déplacer. Le bilan le plus élevé revient à la commune d'Atekoubé avec une vingtaine de morts, où les populations ont hélas recolonisé des sites d'où elles avaient été déplacées. Le gouvernement regrette toutes ces victimes.
Mais si on vient ensemble d'écouter le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, qui a porté la parole du gouvernement de Côte d'Ivoire à l'occasion de ce conseil des ministres sur les inondations à Abidjan. Le gouvernement annonce 12 000 logements pour environ 60 000 personnes déguerpies. Kone Boubacar, avec vous, on va ouvrir cette première partie de cette émission. Cette mesure vous paraît-elle à la hauteur de l'ampleur de la crise ou s'agit-il d'une réponse encore insuffisante? Je pense que c'est un début, ça reste une promesse. On n'a pas encore les 12 000 logements, mais 12 000 logements pour 60 000 personnes, ça fait à peu près un logement pour 5 personnes, si mes calculs sont bons. Mais ça reste des promesses. Nous n'avons pas encore les 12 000 logements. Mais la question fondamentale, pourquoi maintenant? Pourquoi le gouvernement n'avait pas construit ces 12 maisons avant ce désastre? Mais une question me vient à l'esprit. Comment vivent les déguerpis au moment où nous parlons? Ils ne sont pas logés. Comment vivent ces personnes, ces sinistrés? Comment ils font pour éviter la pluie, puisque nous sommes en saison de pluie? C'est ça. Donc, je pense que c'est plutôt la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu, avant, accompagner les futurs déguerpis, leur parler, les accompagner, construire des logements avant de faire le déguerpissement. La charrue avant les bœufs ou encore le médecin après la mort, vous voyez cette chose sous cet angle aussi? Moi, je pense que d'abord, les Ivoiriens ont été nombreux à critiquer le gouvernement de ne pas prendre les mesures enfin, des mesures qui vont, enfin, des sites qui vont accueillir d'abord les déguerpis avant de casser. Je pense qu'aujourd'hui, avec les 12 000 logements qui sont annoncés, c'est quand même un pas. Je pense qu'il faut d'abord féliciter le gouvernement pour ce pas-là. Quand on sait qu'avant ces 12 000 logements qui sont annoncés, il y avait déjà le programme qui est de logement au niveau de Songon Kassamblé, qui a déjà commencé. Donc, je pense que le gouvernement est en train d'entendre et d'écouter ceux qui, en tout cas les voix qui sont élevées pour porter ces critiques-là. Je pense que déjà, il faut déjà commencer par féliciter. Et le porte-parole du gouvernement, il a dit lui-même que ces 12 000 logements-là, pour 60 000 personnes, c'est pratiquement la moitié. Je veux dire, les 60 000 personnes vont à la limite occuper la moitié de ces 12 000 logements. Ça veut dire que, comme lui-même il a dit, il aura encore 60 000 logements, quelque chose comme ça, qui vont être là et attendre d'autres programmes. Puisque lui-même il a dit qu'il y a d'autres sites dangereux qui ont été identifiés. Et forcément, il y aura des dégrèvements. Donc, le gouvernement fait en quelque sorte une sorte d'anticipation. Voilà. Je pense qu'il faut saluer ça déjà. Et puis, attendre éventuellement que, justement, comme il a dit, ces logements-là soient effectivement disponibles. Parce que on sait aussi que très souvent, il y a aussi des défis d'annonce. Ça peut être le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, avec tout ce que la situation commence à entraîner comme tollé, je pense que le gouvernement a quand même pris la mesure de la chose et a décidé d'agir. Je pense que c'est quand même à saluer. Mesdames Michel? Oui, vous voyez que vous l'avez dit dans l'entame d'émission, même tout à l'heure, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et ça ne donne pas un regard assez rassurant de ce que fait le gouvernement. Parce que là, vous nous donnez l'impression que tout s'est fait on navigue à vue au point qu'on est obligé de prendre des mesures après avoir posé des actes, alors que tout ce qui doit se faire
faire doit être planifié. Où va-t-on enlever cet argent-là pour le faire? Toute la question est là, parce que, bon, on n'est pas à notre premier effet d'annonce. Le Premier ministre, je me souviens, en son temps, avait défini un certain nombre de programmes de relogement. Où en est-on avec ces programmes-là? Ça, c'est des questions, il faut s'attarder dessus pour avoir les bilans de ce qui avait été déjà annoncé et comment ça s'est fait et qui sont ceux qui ont été logés et comment ils ont été logés. Bref, il y a tellement de questions en suspens autour du logement que moi, je me dis, écoute, on est dans les effets, parce que là, tout le monde grognait, tout le monde était vraiment sorti de son silence pour dire, mais ça ne peut pas se faire comme ça, on ne peut pas traiter des populations auxquelles on avait promis des logements sociaux, et on ne peut pas les traiter ainsi. Ado, c'est solution, c'est pas déguerpissement. Ils nous avaient promis des logements sociaux, l'assainissement des quartiers précaires, tout cela, ça fait figurer dans ce que j'ai appelé en son temps, on a appelé en son temps Ado Solutions. Donc, quand on a promis ça, et qu'on en vient maintenant, ce qu'on constate est bien différent. Donc, vraiment, moi, je crois que le gouvernement ne rassure pas. Le gouvernement ne rassure pas, et pour moi, ça devient de plus en plus récurrent, ce genre de situation-là. Elle devient de plus en plus récurrente, disons. Donc, je suis aujourd'hui un peu de ceux qui sont, je ne le cache pas, je suis un peu amer. Je suis un peu amer, parce que je suis déçu. Je suis déçu parce que vraiment, quand je vois le sacrifice que les Ivoiriens ont fait pour porter Alassane Ouattara à la tête de ce pays-là, je dis, ils attendaient mieux que cela. Mais à quoi assistons-nous? À des promesses? Après, si quelqu'un vous dira qu'il n'est pas responsable des phénomènes naturels. Lesquels phénomènes naturels? Les déguerpissements? Par exemple, je veux parler de la pluie. Non, je n'en viens à la pluie. On est d'abord dans un premier cadre. Moi, je dis que votre question me pose deux problèmes sur lesquels je pense que je vais m'appesantir suffisamment. D'abord, la question des logements. On est vraiment en deçà des promesses que le président Alassane Ouattara avait fait aux Ivoiriens et pour lesquelles ils ont tout donné pour qu'ils soient à la tête de leur pays. Donc aujourd'hui, c'est avec déception qu'on observe toutes ces mesurettes. Moi, je disais mesurettes parce qu'on a un déficit de 60 000 logements à Abidjan. Quand tu construis 12 000, mais on n'en est pas encore, même à la moitié des problèmes. C'est par un déficit de 60 000 logements par an à Abidjan, selon les statistiques que nous donne souvent le ministère de la Construction. Donc vraiment, je crois qu'on n'est même pas encore à des solutions. On est en train de surfer sur sur des mesurettes et ça nous, pour moi, c'est pas satisfaisant pour toutes les promesses qu'on avait faites. Et puis la deuxième chose, comme vous avez parlé des inondations, les inondations, c'est pas une fatalité. C'est un manque de programmation, c'est un manque de vision. Il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Parce que c'est des questions qui sont solvables. Mais pourquoi arrivons-nous toujours à créer ces problèmes-là et maintenant on cherche bel et belle des solutions qui vraiment, je pense qu'on les a. Et pour apporter du bois au moulin, c'est toujours dans la même période. Voilà, on connaît nos saisons. Voilà, donc vraiment, on peut préparer déjà. Je suis sur votre plateau et je me pose la question de savoir jusqu'où on va aller l'impréparation. Jusqu'où irons-nous avec ces questions récurrentes qui donnent l'impression que le gouvernement est incapable de solutionner ça. Vraiment, c'est le sentiment que moi j'ai et vraiment je pense que c'est le sentiment que partagent beaucoup d'Ivoiriens. Aujourd'hui nous sommes déçus, nous attendons pas des miracles, mais nous attendons que ces mesurettes qui ont été annoncées soient effectives aussi, parce que jusqu'ici, d'autres avaient été annoncées, on n'en sait même pas où on en est. Bref, pour dire que c'est un sentiment de déception, d'amertume qui m'habite et je ne sais pas où sont ces populations-là. Parce que moi, je le dis souvent, on ne va pas se le cacher, nous sommes des enfants de populations déguerpies. Nous avons grandi à la Psychologie, c'était des cités où on avait chassé des populations et puis on les envoyait dans ces logements-là qui n'étaient même pas terrassés parce que l'État voulait en son temps donner un toit à ceux qui ont été déguerpis. Et nous avons bénéficié de cela. Nous ne savons pas pourquoi d'autres sont laissés dans la rue. D'accord. Alors, Koné Boubacar, selon vous, on le sait, chaque saison des pluies, la Côte d'Ivoire enregistre des pertes humaines liées aux inondations. Déjà, 59 personnes sont décédées. On profite de l'occasion pour vous présenter nos condoléances les plus sincères aux familles qui ont été touchées par ce drame. Et puis, nous souhaitons prompt rétablissement à tous les blessés en ce moment. Pourquoi les mêmes drames se répètent-ils d'année en année malgré les mesures annoncées? Je pense que à chaque fois qu'il y a un mort,
on devait se dire que c'est un échec pour nous tous. Parce que la pluie, les inondations, c'est dans la même période. Et qu'est-ce qu'on fait, individuellement et collectivement, pour éviter de tels drames? On parle de logement, mais l'urgence humanitaire n'attend pas. Pendant ce temps, comment vivent ces populations? Bon, c'est vrai, il faut les déplacer. Il faut éviter, comme on a dit, le désordre urbain. Il faut sortir ceux qui occupent les espaces publics de façon illégale. Mais la pluie, elle viendra à coup sûr dans la même période. L'année prochaine, en 2027, on aura encore des pluies. Qu'est-ce qu'on fait dès maintenant? Mais je pense qu'il y a des actions qui sont posées puisque le gouvernement procède à des déguerpissements. Je suis d'accord. Mais après, les populations reviennent. C'est le cas d'Atekoubé, selon les propos du gouvernement. C'est un site qui a été déguerpi, après ça a été recolonisé par les populations. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais constatons ensemble qu'il y a des localités qui ne sont pas des localités sinistrées, où on ne doit pas déguerpir. Mais vous savez, Abidjan est inondé. Même les maisons dites non précaires, les habitations non précaires, nous sommes tous inondés. Et donc, voilà des problèmes. Encore quand ça arrive dans les localités où les gens sont mal logés, le drame est encore plus grave. Mais ce n'est pas qu'à Bramakoté, ce n'est pas seulement dans ces localités-là qu'on a des morts. Mais c'est un peu partout. L'électricité, quand il y a de l'eau qui arrive jusqu'au niveau de ton genou, ben, c'est un danger pour ceux qui habitent la maison. Donc je pense que c'est un vaste programme. Il faut retrousser les manches, tout le monde, gouvernement, population, société civile, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et ça dure depuis des lustres. C'est pas forcément depuis 15 ans, bien avant. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Ivoiriens? Nous avons tous échoué. Nous avons tous échoué. On ne doit pas pouvoir se regarder dans la glace et être fier d'être Ivoirien, alors qu'on perd nos compatriotes et dans les mêmes périodes. Une chose, c'est d'être surpris. Maintenant, on n'est plus surpris. Donc, il faut convoquer l'intelligence de tous pour pouvoir parler à ce genre de situation. Kofo Jean-Hubert, vous êtes impatient là? Non, c'est vrai. En tout cas, j'ai écouté mes co-débatteurs et moi, j'ai été particulièrement touché par ce qu'il a dit en disant qu'on a tous échoué. Mais moi, j'aime particulièrement quand on dit on a échoué, voilà ce qu'on doit faire. C'est quoi la solution? Ça ne plaît à personne de constater que des gens sont déguerpis et sont... c'est vrai, on en a vu qui dormaient dans des cimetières ici et là. Mais tout à l'heure, Beta, il demandait, ils sont où? Mais au moins déjà, on sait que, même si on ne sait pas où ils sont, mais au moins déjà, on sait qu'ils sont en vie. On ne sait pas où ils sont, certes, mais il y en a dont on a des nouvelles. Mais ils ne sont pas dans les 59 ans. Non, je viens. Ils ne sont pas dans les 59 là. Dont on a des nouvelles qui sont au village, et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est pour dire que moi, je préférais encore que un citoyen, une zone dangereuse soit déguerpie et que ces habitants-là soient en bonne santé, qu'ils soient en vie. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, on a fait le bilan des morts pour ce début de saison de pluie. 59 pour le moment. À Atekoubé seulement. Plus de 45 morts. À Atekoubé seulement. Plus de 45 morts. On était sur le terrain avec la délégation de la première dame pour faire des dons. Mais à Atekoubé, tu vois, les gens, ils habitent jusqu'à même sur les flancs des collines, si je dis de collines. Où la terre glisse quand il pleut, des glissements, des éboulements qui viennent ensevelir des familles entières. Il y a des familles où il y a une famille où il y a 9 membres de la famille qui sont morts, hein, la même nuit. Il y a une autre famille à Atekoubé, comme on dit ça, à la cité Formont, ici à Atekoubé, la rive gauche, comme il l'appelle, où il y a 8 personnes qui sont mortes dans la même maison. C'est quoi? C'est l'État qui a tardé à agir ou ce sont les populations qui occupent les sites interdits? Non, je veux dire, quand le district lance des opérations de déguerpissement, si hier vous appreniez qu'à Cité Fermont, on cassait des maisons et qu'à Locodro, on rasait toutes les maisons de là-bas,
mais ce sont les mêmes, comment on dit ça, les mêmes mots qui allaient jaillir pour dire voilà, on déguerpit les quartiers, on casse, on chasse tout le monde. Mais moi, je préfère encore qu'on casse les zones où c'est risqué de vivre et que ces gens-là, même s'ils doivent aller au village, je veux dire que c'est pas que moi je le souhaite, non. Mais je veux dire que si la personne doit quitter cette zone-là et être en vie, moi je dis alléluia. Parce que sinon, ça sert à quoi de vouloir laisser le citoyen vivre dans ce quartier-là et puis mourir demain, comme ce qu'on a vu ici le lundi passé. À Tekoubé. À Tekoubé. Mais c'est effroyable. C'est-à-dire que quand vous partez et que les populations elles-mêmes témoignent, mais vous comprenez que c'est un désarroi dans lequel les populations vivent après ces morts-là. Mais vous demandez-leur de quitter là, ils ne quitteront pas. Voilà. Moi, j'ai eu à échanger avec une famille. Et il part où? Il part où? Voilà ce qu'ils nous disent. Mais on quitte, on part où? Mais quand vous ne savez pas où partir, ça veut dire que vous pouvez rester mourir. Est-ce que le gouvernement, pour ne pas dire le gouvernement ou le district, peut accepter que des citoyens vivent là et meurent? Pourquoi à chaque fois, à chaque saison de pluie, on vient de pleurer des morts? Tout à l'heure, l'aîné, il disait que chaque année, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand il pleut, les gens ils meurent. Mais ça veut dire que l'année prochaine, quand il va pleuvoir, les gens vont mourir. Mais le gouvernement même, il a dit, les zones qui ont été déguerpies d'avance, les gens ne sont pas morts. Est-ce que cette année-là, on a dit que quelqu'un est mort à Bouribana? Est-ce que cette année-là, on a dit que quelqu'un est mort à Jesco? Est-ce que cette année, on a dit que quelqu'un est mort à Gobelé? Voilà des zones qui ont été déguerpies et où on n'a plus de nouvelles de morts par éboulement. Mais aujourd'hui, moi je vous dis si demain, Moussoukro est déguerpi, mais on n'entendra plus que Moussoukro, il y a des morts. D'accord. Tant bien qu'on ne saura plus où se trouvent les habitants de Moussoukro, mais au moins déjà, on n'aura plus de mauvaises nouvelles de là-bas. D'accord. Alors, Beta, quand on entend Kofo dire ça, on se dit que les opérations de déguerpissement deviennent inévitables pour sauver les vies. Mais qui a dit le contraire? Le ministre m'a dit, il a dit que les gens ont recolonisé les lieux déguerpis. Mais c'est à faute à qui? Quand on recolonise. La faute à qui, selon vous? À ceux qui doivent veiller à ce qu'on ne les recolonise pas. Et ça, ce sont les autorités. Bon, moi, je le dis, c'est à quoi que on veut jeter la pierre à quelqu'un alors qu'on ne fait que constater des faits dramatiques, des faits qui peuvent être évités rien que par la planification et par un travail efficient. Il faut le dire. C'est pas qu'on veut seulement accuser, mais on veut dire tu n'as pas fait ton travail. Et quand tu n'as pas fait ton travail, c'est des vies qui sont parties. Parce mais que il a cité des cas, il a cité par exemple Bouribana, des endroits qui ont été déguerpis. Jesco. Et cette année, on n'a pas entendu vous savez, quand les choses sont abordées, quand les choses sont abordées comme ça, c'est-à-dire on veut, je veux dire, on veut surfer sur des vagues de blanchiment. On veut blanchir les gens. Mais attends, qui te dit que dans ces 59-là, ceux qui ont été déguerpis là ne sont pas dedans? Qui te dit ça? Bon, on n'est pas en train de comptabiliser les morts. C'est pas ça le plus important. C'est de faire en sorte qu'on puisse l'éviter. Et pour l'éviter, il faut planifier. Il faut faire un travail qui est capable, je pense que le gouvernement est capable de faire un travail qui permet de mettre ces populations-là à l'abri avant de les déguerpir. Ça, c'est possible. Ça s'est fait par le passé. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas le faire? C'est toute la question. On dit, mais tu veux déguerpir? Bien entendu, il faut déguerpir, mais il faut trouver un site pour loger ces personnes-là et déguerpir. C'est ce qu'on te demande. Tu n'en es pas capable? Et aujourd'hui, tu dis, je vais construire des logements. Mais attends, quand est venue l'idée, quand on a commencé à créer, c'est-à-dire que tu n'avais rien planifié, tu n'avais rien prévu pour eux. C'est comme ça marche. Non, ce n'est pas un État ne marche pas comme ça. D'accord. Et je crois que ceux qui nous dirigent en ont la pleine mesure. C'est pas comme ça en général. Donc, c'est pourquoi je parle avec un petit brin de tristesse. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Pourquoi on peut donner l'impression que la Côte d'Ivoire peut naviguer à vue comme ça? Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ok, c'est bien noté. Boubacar a demandé à parler. Oui, je pense que sur cette question, personne n'est contre le déguerpissement. Ça, il faudrait que ce soit net. Personne n'est contre le déguerpissement. Seulement, il faut anticiper. Gouverner, c'est prévoir.
C'est ça. A-t-on prévu un logement à ceux qui vont être déguerpis dans le futur? C'est ce qu'il faut faire en amont. Il ne faut pas les déguerpir là et les laisser sous le pont. Mais c'est ce qui est prévu avec les 12 000 logements. Oui, mais c'est maintenant, c'est la question. La question, c'est pas ça. Avant, il y avait les Sikoji. Les Sikoji sont les relogements. À Noumambo, le site d'Anoumambo actuel, c'est des gens qui étaient à 13 villes qu'on a relogés à Noumambo. Mais il n'y a pas de mots à Noumambo. Hein, c'est pas seulement dans les 10 dernières années qu'on parle de relogement. Il faut reloger, il faut construire des maisons. Mais on a pu construire des logements pour des réfugiés au nord du pays. Mais pourquoi pas le faire pour nos citoyens? Pourquoi pas faire pour les non, c'est quoi? Donc, vous pour dire que si on veut le faire... Les députés d'Abidjan soient logés à Korogo, moi je pense que non, pas forcément. Il y a clairement non, pas forcément. Il y a clairement c'est pas exactement ce qu'on a dit. Ça veut dire qu'avec... Non, je vais dire que avec célérité, on peut avoir des logements avec célérité rapidement avant de déguerpir ceux qui sont mal logés. C'est tout simple. Moi, c'est ce que moi je veux dire, avec l'image qu'il a donnée tout à l'heure, avec les populations qui sont relogées à Congo et ainsi de suite. Non, si c'est pour trouver un terrain, des sites pour reloger les gens, moi je vous dis que si aujourd'hui le gouvernement dit que si on demande au gouvernement de trouver un terrain à ceux qui sont déguerpis à Abidjan, trouver le terrain à Bois-Flé ou je ne sais pas où pour les loger, mais là-bas il y a de l'espace. C'est eux qui ne voudront pas y aller puisque tout le monde veut rester à Abidjan. C'est ça qui est le souci. Attends, je pense que c'est une volonté politique. Si l'État de Côte d'Ivoire veut reloger les gens, ils vont les reloger et puis on n'aura pas ce drame-là. D'accord. Je pense que... Alors, monsieur, au-delà de ces 12 000 logements qui sont prévus, est-ce qu'il y a des réformes structurelles qu'il faut engager pour que les inondations ne soient plus une tragédie à Abidjan? Moi, je dis que les inondations à Abidjan sont dues surtout, le ministre à son temps, le ministre Baka Fofana avait dit que les VRD, tout ce qui a été fait comme à Abidjan, comme voie de canalisation des eaux, tout ça, sont dépassés. Parce qu'Abidjan, effectivement, est devenue une ville encore plus grande, beaucoup plus grande que avant 2010. Il faut la moderniser. Donc il faut carrément revoir les dimensions, revoir tout ça. Même le quartier où on est, c'est à la rivière Palmeraie. Mais quand vous voyez, il y a certaines zones vers Djurugobité et autres, mais c'est des zones où avant c'était une palmeraie, c'était des plantations. Je veux dire, l'eau qui tombait était enfouie dans le sol. Mais aujourd'hui, avec les constructions ici et là, l'eau qui s'enfouissait est devenue maintenant une eau de ruissellement. Donc toute cette eau-là, il faut avoir un passage pour que cette eau-là aille jusqu'à la lagune. Si le passage que l'eau doit emprunter par jusqu'à la lagune se trouve exigu, ben, à un moment donné, l'eau va chercher à la voie ailleurs. Voilà pourquoi il y a toutes ces inondations un peu partout. Donc je pense que moi ce que moi je dis, je pense que le ministre même Baka Fofana en son temps, il avait dit lui-même que c'est le plan d'urbanisation d'Abidjan que doit être revu. Voilà. Beta. Vous savez, cette question d'inondation, elle se résolve ailleurs si bien que souvent tu te demandes, mais où sont nos techniciens, où sont nos ingénieurs? L'exemple du Bénin, on nous a montré un exemple qui marche très bien. Aujourd'hui, il n'y a plus d'inondation là-bas. Ou du moins, on n'observe plus d'inondation. Parce que quoi? Il y a eu des retenues d'eau. Il y a eu des sites qui ont été créés pour recueillir l'eau de pluie en pleine ville. Ce n'est pas des choses qu'on fait, je dis, extraordinaires. Il en faut en Côte d'Ivoire. Mais il faut la technicité qu'il faut, parce qu'on a des ingénieurs qu'il faut pour nous résoudre ces problèmes-là. Nous, on le dit, mais ils sont là, ils ont la technicité. Donnons-leur à faire ce qu'ils ont à faire pour nous épargner ces drames, moi je dis, ces drames que nous-mêmes nous préparons presque, parce que c'est à quoi qu'on attend que les morts viennent et on se fousse, on dit, il faut construire 12 000 logements parce qu'il faut faire une action diligente, on va leur donner à manger, mais attendez, arrêtons ça quand même. Arrêtons de donner l'impression qu'on veut toujours assister à ces drames-là pour donner l'impression qu'on est de cœur avec des gens qu'on n'a pas pu solutionner. Mais c'est pas comme ça un État. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, moi quand j'observe ça, je suis ébranlé. Je me dis, mais on ne peut pas continuer de compter nos morts en montrant une certaine incapacité à solutionner des problèmes qui sont solvables. C'est pas normal. Il faut solutionner ça très rapidement. Colin Bouaka, en termes de solution? Je pense que je vais dans le même sens que Kofo. Abidjan est dépassé.
Donc il faut revoir les canalisations. Il ne faut pas mettre des digues parce que ça va finir par céder. C'est à croire que c'est seulement à Abidjan il pleut. Mais il pleut sur toute la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il n'y a pas ces dégâts là à Mans, à Odiéné, etc. Pourquoi il n'y a pas de morts là-bas? C'est parce qu'Abidjan a un problème. On a pu trouver des solutions entre le plateau et Indénié. On a pu trouver des solutions. Mais mettez les gens qu'il faut à l'endroit qu'il faut pour régler le problème. Comme il a dit, mais on a des ingénieurs, on a des gens qui ont fait de bonnes études. Donnez-leur le travail, ils vont le faire et on n'aura plus ces problèmes. Donc je pense que c'est une affaire de volonté. Parce que l'africanisme dit quand il y a un mort, c'est un mort. Et nous, ça nous attriste. Plus jamais de morts en Côte d'Ivoire pour une affaire de pluie. Ça fait honte pour la Côte d'Ivoire. On va croiser les droits pour qu'il n'y ait plus de morts en Côte d'Ivoire relativement à la saison des pluies. Encore une fois, on réitère nos condoléances les plus sincères à toutes les familles qui sont endeuillées en ce moment et puis on souhaite prompt rétablissement à tous les blessés. Messieurs, on va marquer une pause et on se retrouve juste après pour évoquer le second et dernier sujet de cette émission. On parlera de l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire à cette Coupe du Monde 2026. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission de Les Entretiens. Les Entretiens de l'Intelligent TV, rendez-vous avec des personnalités de tous bords. Les hésitations contribuent également à démotiver des militants par rapport à la voie. Deuxièmement, ils n'ont vraiment pas de projet. Mais non, parce que nous, quand nous y allions, c'est pour gagner. Pour des échanges francs et instructifs, les Entretiens de l'Intelligent TV. Mais vous êtes là, quand Tidi Blegoudé, on commence à l'insulter. Tidi Gbagbo, on l'insulte ici. Simone, on l'insulte. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat. C'est tous les mercredis à partir de 18h. Nous sommes de retour sur le plateau de la revue de presse grand format. C'est votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité de la semaine. Pour cette émission, nous abordons à présent le second sujet, sinon le second chapitre consacré au football. L'aventure des éléphants à la Coupe du Monde 2026 a pris fin en 16e de finale. La Côte d'Ivoire s'est inclinée 2-1 devant la Norvège avec un but de Haaland dans les derniers instants du match. C'était au Dallas Stadium aux États-Unis. Qu'est-ce qui a véritablement fait défaut à la sélection ivoirienne? Avant d'ouvrir le débat sur ce sujet, je vous propose, messieurs, d'écouter ces réactions que nous avons recueillies auprès de quelques supporters à Abidjan. Lâché. Côte d'Ivoire même là, c'est pas la peine. Hein. On sait même pas, on dirait c'est Maracana. Tu as les clés loin. Mais c'est décourageant. Vous voyez ce bus stupide qu'on vient de prendre là. Vous voyez que le public est en train de sortir sans même l'attendre la fin du match. Les gars sont découragés. Comment on prend des attaquants qui sont incapables de marquer un but? Comment ça se fait? On ne sait même pas. Je ne sais même pas la Côte d'Ivoire, chaque année c'est toujours comme cela. Hein, on souffre, Ahmad avait un beau travail comme cela. Mais à la fin, on voit les défenseurs même, je ne sais même pas comment ils s'alignent. Trois défenseurs sur un seul attaquant. Comment ça peut se faire? On souffre, hein. Ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à arrêter. Nous, un jour, on va les frapper dans la salle. Ils n'ont qu'à rester en Amérique, ils vont continuer à rentrer dans le club. Il ne faut pas qu'ils vont arriver ici. Vous avez marqué Bila. Jouez ballon. Mais là, vous êtes derrière jusqu'à. Maintenant, ils ont fait occasion et puis ils ont marqué. C'est pas comme ça. Alors Kofo, Jean-Hubert, pour ouvrir ce deuxième sujet, quelle lecture faites-vous de cette élimination des éléphants de Côte d'Ivoire en 16e de finale de la Coupe du Monde? D'accord. D'abord, permettez-moi de qualifier cette élimination-là. C'est une déception. Une déception parce que moi, je pense que la défaite
Sinon, l'élimination de la Côte d'Ivoire, elle est précoce. Cette élimination-là a été déjà conçue avant même dans l'esprit des joueurs et de l'encadrement technique et des dirigeants. Comment ça? Avant même le coup d'envoi. Parce que quand vous dites à une équipe qu'on va à la Coupe du Monde, à un tournoi, à la Coupe du Monde, en l'occurrence, pour passer le premier tour, ça ne veut rien dire du tout pour passer le premier tour. Enfin, ça ne vaut rien du tout, premier tour du mondial, là, dans ce style de 48 équipes. Parce que le mondial, dans ce style-là, pour passer le premier tour, il faut juste faire une victoire. Et puis peut-être un petit match nul et passer. Mais c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait depuis toujours. Les 3 premières participations de la Côte d'Ivoire, on n'a pas été nul. On a gagné au moins un match. Et peut-être même après, peut-être même un match nul, au moins les 4 points, au moins on a réussi à les avoir. Donc, si on était dans ce schéma-là depuis le départ, la Côte d'Ivoire serait déjà même passé au second tour, je veux dire. Si on avait un meilleur troisième, on avait un schéma de meilleur troisième. Donc, passer le premier tour dans ce style-là, ce n'est pas un objectif que la Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'on a comme joueur, doit se fixer. Mais les dirigeants ont voulu que ça soit ça. Et donc, la Côte d'Ivoire est allée en réalité refaire le même parcours qu'elle a toujours fait. C'est-à-dire gagner au moins un match, ou cette fois-ci peut-être gagner au moins 2 matchs, et aller se faire éliminer au moment où la Côte d'Ivoire devait maintenant montrer, je veux dire, sa vraie face de grand pays de football. Voilà. Cette défaite-là, c'est la défaite de l'inexpérience, je veux dire, de l'encadrement technique. Parce que les joueurs, ils jouent dans le même championnat que tous les joueurs qu'on a vus à la Norvège. Quand vous prenez, comment dire ça, Erling Haaland, il joue à Manchester City. On a Amad Diallo qui joue à Manchester United. On a Nicolas Pepe qui joue à Villarreal. Je veux dire qu'on a des joueurs qui jouent dans les hauts championnats au même titre que les joueurs norvégiens. Donc la Côte d'Ivoire face à la Norvège n'avait pas d'inquiétude à se faire. Mais quand vous dites à votre équipe nationale que on a passé le premier tour, on a fait un parcours historique, mais psychologiquement, l'équipe est satisfaite de son parcours. À partir de ce moment-là, l'équipe n'a plus cette volonté-là, cette détermination-là qu'il faut pour aller chercher mieux. Voilà d'où est partie justement cette élimination-là. Que moi je qualifie vraiment de pathétique. Peter Michel, à quel moment estimez-vous que la Côte d'Ivoire a perdu ce match? Est-ce que c'est dans les choix tactiques, c'est dans la gestion de la rencontre ou dans l'efficacité devant le but? Non, moi je crois que c'est plutôt au stade psychologique de l'équipe. Parce que quand j'ai suivi un peu le match, j'ai vu que les actions de but ne sont pas prises je peux dire très au sérieux. C'est-à-dire qu'on a une tentative. La deuxième tentative, c'était comme si c'était pas nécessaire. J'ai suivi ça 2 fois, 3 fois avec certains joueurs. J'ai dit, ouais, attends, psychologiquement, ils vont pas au bout des actions. On a vu, mais il y a d'autres qui ont jeté carrément le ballon quand ils avaient la possibilité. Bon, bref, on peut dire... Est-ce le fait qu'on leur a dit que je crois que d'abord, même les joueurs, ils jouent même d'abord pour eux-mêmes leur palmarès. Au-delà de ce qu'on leur dit, ils jouent d'abord pour eux-mêmes. C'est-à-dire, tout ce que tu gagnes, ça compte pour te noter, pour te qualifier au plan national, au plan international. Les joueurs, ils sont conscients qu'eux-mêmes, ils gagneraient à aller très loin pour grossir leur cote, au point de vue, je dis, statistique ou bien ou toute autre chose. Donc, je crois que les joueurs même en ont conscience. Donc, je ne veux pas accuser quelqu'un de leur avoir dit tant. Non, moi, je ne suis pas à ce stade-là. Mais ce que je déplore dans cette équipe-là, je le dis toujours, c'est qu'il y a très peu qui viennent d'ici. Et vraiment, moi, c'est mon plus gros problème. Parce que je dis, à quoi nous profite toute cette équipe nationale-là si, à notre niveau national même, on n'en a personne? À quoi profite cette équipe nationale-là? C'est une équipe, c'est une équipe j'ai qualifié ça même tantôt même d'une équipe de mercenaires, de parasites. J'ai utilisé le terme parasite. Parce que je dis non, en fait, tout ce qu'on fait, il faut voir la portée nationale. S'il n'y a pas de portée nationale,
Vraiment, on est en train de construire sur rien. Et ça, à la longue, ça nous rattrape. Regarde l'exemple du Maroc. Ils ont construit une équipe. Aujourd'hui, ils sont en 8e de finale. Ils espèrent même aller en quart de finale, tout et tout. Parce qu'ils ont construit quelque chose. C'est pas de prendre des gens qui ont une performance, c'est vrai, mais il faut construire. Il ne faut pas prendre des gens de façon disparate et puis espérer aller loin. Et ça, c'est une mentalité. Pour moi, je dis que si on ne construit pas sur des parasites, on construit plutôt sur du fondement, un fondement. Hein. Il faut construire fondamentalement une équipe avec des locaux. Et peut-être on peut ajouter les autres, mais c'est ça le plus important. Parce que c'est la mentalité qu'on se donne. C'est-à-dire ce caractère de gagneur, là, de combattant. Là. Je crois que des locaux auront plus à le démontrer que ceux qui ont leur pied à revendre. Ils ont leur pied à revendre parce que, écoute, si je me blesse ici, je suis quoi? Je deviens quoi? Bon, il y a tous ce sentiment-là qui doit animer ces joueurs-là pour ne pas qu'ils aillent jusqu'au bout de certaines actions. Mais bon, dans l'ensemble, moi, je salue leur performance dans l'ensemble parce qu'ils nous ont donné des joies. Mais écoute, le football, c'est aussi un sport. Hein. On peut perdre comme gagner. Donc, on ne va pas se scandaliser pour avoir perdu, mais on va tirer les leçons, mais pour des leçons pour le plan national. D'accord. Doit-on se satisfaire, se féliciter de ce parcours des éléphants dans cette compétition? Je suis un peu dans l'embarras parce que il faut avouer que nos éléphants ont fait du jeu. À des moments, on était heureux de les voir jouer. Mais à un moment, on avait plutôt soif de victoire. À un moment clé, c'était dans les phases éliminatoires directes contre la Norvège. Et en ce moment-là, on a vu une équipe fébrile. Et je pense que la différence est faite dans les deux surfaces de réparation. Autant on n'était pas efficace en attaque, autant on était fébrile en défense. Et le fait marquant, c'est le dernier but de Haaland. C'est pratiquement Marchand qui a marqué le deuxième but. À la limite, il voulait s'excuser d'avoir marqué. À peine ça a touché son talon que la balle est rentrée dans les filets. Il voulait contrôler la balle. Oui, je sais, c'est une façon de parler pour dire que la défense était perdue. Il n'y avait personne autour d'Haaland. Et quand on sait l'efficacité d'Haaland, est-ce qu'en ce moment-là, la 86e minute, on devait laisser Haaland tout seul dans notre surface de réparation? Il y en a qui parlent d'expérience. Bon, expérience, mais je vais dire, tout commence un jour. La première Coupe du Monde s'est jouée en 1930 en Uruguay. Mais tout le monde était nouveau. L'Uruguay a remporté la Coupe du Monde. Ils étaient novices. Donc je pense que ce n'est pas un argument qui tient. Comme quelqu'un l'a dit, ils jouent tous au haut niveau. Ils ont les mêmes niveaux. Mais pourquoi à chaque fois, il y a un relâchement dans les dernières minutes? Est-ce un problème de coaching? Parce que quand un individu est fatigué, il faut le remplacer. On a dit que c'est les 26 meilleurs footballeurs ivoiriens qui représentent 30 millions d'habitants. Ben, ce n'est pas vu que vraiment c'était les meilleurs ivoiriens footballeurs qui étaient là-bas. D'abord, il a fait des choix. A-t-on fait les bons choix? Quand on sait que des attaquants comme Elouaï et Yohan Boni n'ont procuré aucun tir cadré pendant 4 matchs, alors qu'on est à tant cas de pointe, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, ils sont pas nuls. Vous rejoignez Kofo qui dit, qui parle de l'inexpérience de l'encadrement technique. Il y a peut-être tout ça. Moi, je ne vais pas jeter la pierre à telle ou telle personne. Je veux dire, c'est un tout. C'est un tout. Je crois qu'il ne faut pas à chaud tirer des conclusions. Il faut laisser tomber les émotions. De façon froide, il faut analyser tout ce qui s'est passé pour pouvoir rebondir, comme l'a dit le président de la Fédération ivoirienne de football. Alors, parlant du président de la Fédération, vous m'étalez une bonne pêche. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a fait une intervention dans le vestiaire des éléphants de Côte d'Ivoire juste après la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Norvège. Une intervention qui suscite de nombreuses réactions et la polémique sur les réseaux sociaux. On va l'écouter, on va juste écouter un extrait de son intervention et puis on revient pour la suite de cette émission. Notre ambition, on l'a partagée, c'était d'aller le plus loin possible. On s'était même dit en douce, entre nous, on avait fixé des caps.
Malheureusement, on n'a pas réussi. Ce que nous souhaitions atteindre comme niveau, on n'a pas réussi à l'atteindre. Par contre, on a réussi à passer le premier tour, ce qui est une grande satisfaction. Mais quand on voit la qualité que vous avez, quand on voit ce que vous avez produit, on est malheureux de ne pas avoir pu aller plus loin. Mais vous connaissez ma philosophie. La défaite que nous avons aujourd'hui nous servira à grandir demain. Et quand je vous vois aussi malheureux, j'imagine la tristesse des Ivoiriens qui étaient tous réunis devant leurs écrans pour nous accompagner. Je voudrais donc, en votre nom à tous, dire à la Côte d'Ivoire entière que cette défaite, nous la prenons, nous la vivons, mais nous ne la voulions pas. Elle s'est imposée à nous. Mais que cette défaite, nous allons nous en servir pour grandir ensemble. Je le répète, vous êtes un groupe d'une grande qualité individuelle, grande qualité collective, avec une très grande solidarité. S'il vous plaît, ne vous désunissez pas. On a commencé ensemble, on a travaillé ensemble, on a vécu ensemble, on a gagné ensemble, on a dansé ensemble. Mais on perd ensemble ce soir. Et c'est ensemble que nous devons tirer les enseignements pour avancer. Alors, Kofo, après avoir écouté cet extrait du discours du président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, quel regard portez-vous sur son discours? Est-ce qu'il vous a semblé mobilisateur, maladroit ou en décalage avec les attentes des supporters? Il a essayé de mobiliser ses troupes, mais moi je pense que c'est un message qu'on entend partout. Hein. Voilà, quand on perd, il faut juste trouver les mots pour essayer de mobiliser les gens. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Mais moi, je voudrais tout de suite rebondir un peu sur ce que Beta vient de dire. Que les éléphants de Côte d'Ivoire, ils pensent qu'ils n'arrivent pas à produire ce qu'il faut parce qu'ils ne viennent pas d'ici. La Côte d'Ivoire, jusqu'en 2000, était constituée, les éléphants de Côte d'Ivoire, jusqu'en 2000, étaient constitués d'équipes peut-être à 80-90% hein, de joueurs locaux. Le Ben Badi et consorts. La Côte d'Ivoire n'était jamais allée en Coupe du Monde. Il a fallu que la génération des Didier Drogba, tout ça, ils viennent. Hein? Avec la Kale Kanga et tout ce qu'on sort. On enlève tous ceux qui sont ici et puis on les met tous. Non, ils viennent. Ils sont venus. C'est avec ça qu'ils sont allés en Coupe du Monde. Donc ça vous dit que c'est vrai, il y a l'attachement à la patrie. Ça, c'est important. Et personne ne dira que ces joueurs-là n'aiment pas le pays. Tout le monde aime la Côte d'Ivoire, mais en même temps, il faut avoir une certaine expérience, une certaine expérience du haut niveau. Moi, je pense que ce qui a manqué aux éléphants de Côte d'Ivoire, c'est un management, une équipe managériale de qualité. On a très souvent des sélectionneurs qui font appel à des joueurs très bons. Ceux qui sont allés à ce mondial-là, c'est des très bons joueurs, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est un peu comme la femme qui rentre dans la cuisine et qui a tout, elle a tout ce qu'il faut pour faire la bonne sauce, et la sauce sort et elle est mangeable. Voilà, c'est le cas, en fait, c'est ce que Fayet nous a servi. Moi, je te dis, et Fayet n'est pas le seul. Moi je mets dans ce panier-là tout ce qu'il y a comme quota de sélectionneurs en Afrique. Je me dis que les sélectionneurs africains, il y a un problème de management des équipes. Est-ce que on comprend finalement pourquoi ils n'ont jamais brillé, je veux dire, au-delà de l'Afrique. Même que tu prennes les sélectionneurs qui sont habitués à sélectionner en Afrique, blanc comme noir, il n'y a pas un seul qui a brillé en Afrique et allé briller en Europe. Il n'y en a pas. Moi, je veux qu'on me donne ce nom. Ça veut dire qu'en réalité, on a affaire à des sélectionneurs qui tactiquement sont limités. Comme Fayet, Merckx, moi je le dis clairement. Moi, je vais miser pour sa démission quand on le remplace. Non, moi, c'est-à-dire que même si on vit et Merckx Fayet aujourd'hui, on prend qui? On va prendre José Mourinho, ou bien vous allez encore aller nous prendre un code de brouillard sur le continent africain. Il faut laisser continuer alors. Lui au moins on est habitué à cet art. Mais je veux dire que quand vous avez un sélectionneur
qui a l'équipe que la Côte d'Ivoire a, avec tous ces talents qu'on a, et qui n'est pas en mesure de battre une équipe comme la Norvège, sous prétexte que c'est la Norvège de Erling Haaland, que nous, parce qu'il a fallu qu'on dise que la Côte d'Ivoire joue contre la Norvège. Et tout le monde parle de Erling Haaland. Comme si c'était le seul joueur, c'est comme si la seule Hirondelle faisait le printemps. À lui tout seul, il va battre la Côte d'Ivoire. Et effectivement, finalement, Erling Haaland, il marque un but. Mais c'est psychologique. D'accord. C'est psychologique. Et moi, je dis que normalement, un entraîneur, c'est différent d'un coach. Moi, j'appelle entraîneur quelqu'un qui permet à ses joueurs de réviser enfin, je veux dire, de s'entraîner, de réviser un peu le coup en tant que footballeur. Et le manager, le sélectionneur, selon le manager, c'est celui qui prend l'équipe, il connaît les qualités de chaque joueur, il les met dans un moule, dans un système, et le système est animé de sorte que l'équipe gagne. D'accord, voilà. on vous a bien compris. C'est un appel à la démission d'Idriss Diallo. Vous pensez que cette demande est justifiée? Je vais rebondir un peu sur les arguments de mon confrère Kofo. Vous savez, c'est tellement facile. C'est-à-dire, il n'est même pas technicien du football. Il a le verbe facile pour dénoncer, pour critiquer, pour analyser. Il a été journaliste sportif. Quand je le dis, je dis quoi? Pour un entraîneur, tu différencies un entraîneur d'un coach avec des thèmes ce que toi-même tu choisis. Parce que c'est pas des thèmes qui sont mesurables, qui sont observables, qui sont bien identifiés. C'est toi-même qui choisis tes thèmes et tu dis il n'est pas dedans parce que bon, ça c'est trop facile. Moi je dis souvent, en fait on va pas refaire le match, mais au moins il faut avoir l'honnêteté de reconnaître ce que chacun apporte. MS Faye nous a donné une Coupe d'Afrique, MS Faye nous a reconduit en Coupe du Monde. Avec une sélection qui n'a pas fait. Non, s'il te plaît. Et les joueurs qu'il a sélectionnés qui l'ont remporté la CAN. En fait, c'est trop facile ce genre d'argumentaire pour dénoncer les faits de quelqu'un qui a apporté quand même. Moi je le dis, moi je suis de ceux qui aiment ceux qui construisent. Il a bâti ce qu'il a bâti, il a pu faire ce qu'il a pu faire. Maintenant je dis, quand on finit tout ça là, quand on tire les leçons, on dit qu'est-ce que cette équipe là de façon concrète apporte à la Côte d'Ivoire? Si ce n'est que des joueurs en pêle-mêle et qu'on finit, notre championnat reste en l'état et le football ivoirien n'a pas suffisamment avancé au plan local. Moi, c'est ce que moi je déplore. Sinon, une équipe d'attente de la Côte d'Ivoire peut gagner comme perdre. Même elle a gagné la France. On me dit non, c'est un match de préparation, mais c'est une victoire, ça compte. C'est ça le problème. Non, vous parlez de football local. Le football local, selon certains, il est d'un niveau très bas. Très bas et il nous permet pas. La fédération ivoirienne. Voilà, mais on ne crée pas, on ne construit pas et on veut gagner sans construire. On veut gagner avec des personnes tirées de pêle-mêle. C'est-à-dire, nous on veut surfer sur ce que les autres font pour gagner. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Il faut construire et puis gagner. Tout à l'heure. Tu me faisais un calcul simple pour me dire non, avant ça, les joueurs locaux étaient à 60% et après ça, c'est parce qu'on a appelé tous les autres. Mais donc quand on a fait ça, là, on élimine tous les joueurs locaux parce qu'il n'y a même pas un joueur de notre championnat dans notre sélection nationale. Ça donne l'impression qu'on ne joue pas ici, mais on joue seulement avec ceux qui viennent d'ailleurs. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Il faut bâtir. Le Maroc nous a montré qu'ils sont capables, ils ont bâti et ils sont en train de jouer avec plus de la moitié de joueurs locaux pour atteindre un objectif qui est noble. D'accord, on va entendre l'avis de Kone Bouaka sur le discours d'Idriss Diallo. Idriss Diallo, il est dans son rôle. Il faut penser les plaies. À un moment où nous avons perdu, tout le monde a le cœur chaud. Donc il faut tempérer les ardeurs, il faut calmer, il faut rebondir après. Mais il faut rebondir, qu'est-ce qu'on fait? Pendant 37 jours, du 24 mai au 30 juin, on a été éliminé le 30 juin. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont préparé? On a été éliminé, tout le monde est rentré chez lui. Alors qu'il y a des échéances. Le 21 septembre, on doit jouer contre le Ghana. C'est ça, pour les éliminatoires de la CAN. Et oui, et le Ghana, il faut faire attention, on risque de même pas aller à la CAN si on continue de ne pas préparer nos équipes après les premiers échecs. Dès qu'on échoue, tout le monde va à la maison, et on attend une autre échéance, on appelle les joueurs pêle-mêle comme quelqu'un l'a dit, mais on n'a pas d'équipe.
On a des talents individuels. Mais est-ce qu'on joue en équipe? C'est ce qui nous manque. Comment, je reviens encore sur le dernier but des Norvégiens. Mais c'est parce qu'on n'a pas joué en équipe qu'on a vu 3 défenseurs se déporter sur un seul attaquant, laissant tout seul allant dans la surface de réparation. Parce qu'on ne joue pas en équipe. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas cette symbiose-là. Et je pense que, pour dire, plutôt pour aller à l'encontre de ce que Beta a dit, on a des joueurs qui jouent d'abord au plan local avant de s'expatrier. Notre Yann Diomandé, mais il a joué en Côte d'Ivoire avant de partir. Je prends le cas de Bazoumana. Il y a 5 Wilfried. Voilà, tous ceux-là ont joué ici avant de partir. Qu'on appelle le capitaine. Donc s'il va pas Non, je veux dire, ils sont d'abord formés en Côte d'Ivoire. Ils ont joué les U16, les U17, les U20. Ils se retrouvent constamment pour jouer. Peut-être que Beta veut dire, au moment où ils évoluent dans le championnat local, il faut les... Non, je pense qu'ils ne sont pas arrivés à maturité. Il faut qu'ils arrivent à un certain niveau. Il faut qu'ils arrivent à un certain niveau pour les appeler en équipe nationale, je suppose. Hein? Je ne suis pas technicien, quand bien même été dirigeant de club de football, mais je pense qu'ils ne sont pas arrivés à maturation avant de les injecter dans l'équipe nationale. Voilà. Et donc, ils arrivent à maturation quand ils sont en Europe avec les meilleurs joueurs du monde. Voilà. Et en ce moment-là, on dit qu'ils sont prêts à défendre les couleurs du pays. D'accord. Alors, voilà. On va faire un dernier tour de table. On va se projeter. Kone Bouaka a ouvert la porte. En septembre, ce sont les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique en 2027. Est-ce que vous pensez qu'on a les ressources sportives, mentales qu'il faut pour rebondir? En septembre, en même temps, on aura l'élection du président de la FIF. Donc, ça veut dire que ce sera une échéance vraiment importante. Voilà, il y aura face à Sidi Diallo des candidats Idriss Diallo, autant pour moi, des candidats qui s'annoncent. Hein. Donc, j'imagine que ça sera aussi une période sensible, un peu sensible pour nous. Mais toujours est-il qu'il faut que les éléphants du Côte d'Ivoire, il faut qu'on arrive quand même à... Moi, je ne demande pas que M. Faye parte, non, pas du tout. Mais je souhaite qu'ils permettent aux éléphants du Côte d'Ivoire d'avoir une équipe vraiment, comment dire ça, qui joue ensemble. Il ne faut pas convoquer les joueurs pour laisser chacun jouer selon ses capacités. Demander aux gens, bon, dribbler, comme Ahmad Diallo, tu sais dribbler, dribble marque. Comme toi, tu sais centrer, dribble centre. Non, il faut que l'équipe, tout ce qu'on lui donne comme joueur, qu'il appelle comme joueur, il fasse en sorte que l'équipe joue vraiment en équipe, comme on l'appelle, en équipe. Pour le bien de l'équipe, pour qu'on ait de bons résultats. Ça ne sert à rien d'aligner des noms de grands joueurs, et Dieu merci qu'on en a, mais pour venir jouer au football comme s'ils jouaient seuls sur le terrain. Non, c'est pas bon. Mesdames, Michel, oui, moi je l'ai dit. Pour moi, pour la perspective, il faut qu'il se forge quand même un moral de vainqueur. Hein? Un moral de vainqueur, une action là, elle est achevée que quand on a épuisé toutes ses forces. Parce que quand j'ai vu des balles qui reviennent et puis on les jette comme on peut, bon, j'ai compris que on ne veut pas achever vraiment, on ne met pas toute la concentration dans l'action finale. Donc, pour moi, c'est un moral de vainqueur qui nous manque. Et que ce moral-là, il se construit dans l'effort, dans la dynamique constante. Moi, j'ai dit, bon, souvent, je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce qu'ils ont un encadreur psychologique? Moi, c'est ce que je me suis dit pour les éléphants. Toujours, j'ai dit, est-ce qu'ils ont un encadreur psychologique? Voilà, parce que pour moi, le mental, c'est là. Parce que c'est des bons joueurs, c'est de précieux joueurs, parce que dans leur club on voit ce qu'ils coûtent. Bon, je ne veux pas. Donc, il y a même Bazoumana qui 50 millions qui a signé avec voilà, donc quand je les observe, je dis ça c'est un côté qu'il faut travailler. Hein. Même je me souviens que la présidente du comité intérimaire pour la FIF là, l'avait souhaité en son temps. Voilà, elle a dit non, il faut trouver un accompagnateur psychologique parce que le mental de vainqueur, quand tu l'as, on le voit souvent avec notre Cameroun, le Cameroun, le mental de vainqueur, ça ne te quitte plus et puis ça te donne de jouer jusqu'au bout. En tout cas, il y a lieu de s'interroger, surtout quand on voit les deux matchs des éléphants face à l'Allemagne, face à la Norvège, dans les derniers instants, on prend le but donc, voilà qui nous élimine de la compétition. Une belle équipe.
une belle équipe pour laquelle je souhaite que la FIFA aussi construise une belle équipe au plan national, pour qu'on soit complet. Parce que c'est vrai, nos joueurs viennent d'ailleurs, mais s'ils viennent d'ici, ils vont nous faire plus plaisir. D'accord. Connaissez-vous encore en finale avec vous? Je pense que sur le plan psychologique, il faut un préparateur psychologique au sein du staff technique. Parce que je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons péché. On l'a dit, tous ici, qu'on a des très bons joueurs. Et c'est pourquoi c'est avec beaucoup de peine qu'on voit cette équipe échouer face à la Norvège. On aurait pu partir très loin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été éliminé depuis le 10 janvier 2026 à Agadir, à la CAN passée. Qu'est-ce qu'on a fait avant le regroupement du 24 mai? On n'a rien fait. Donc on a des joueurs qui sont là de façon individuelle, qui savent faire ce qu'il faut faire. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Yann demandait, avance, donc fais ce que tu peux. Yohan Boni, aucun tir pour un attaquant, aucun tir. Et il n'est pas seul. Il y a aussi Wai, aucun tir. Est-ce qu'avec cette expérience qu'on a vécue avec nos attaquants de pointe pour cette Coupe du Monde, bon, il y a lieu de dire, Faye a mal fait de laisser à l'heure. Je pense que, bon, c'est possible. Moi, je ne fais pas de choix. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand le président de la Fédération de football a dit c'est les 26 meilleurs, je m'interroge. Est-ce c'est vraiment les 26 meilleurs? Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas joué. Guiagon, il allait pourquoi? Pourtant, il est très bon. Seri Michael, c'est vrai, Diakité. Alors, on peut s'interroger sur certains choix. Je ne suis pas sélectionneur, parce qu'ils ont des yeux que je n'ai pas, mais il faut s'interroger. Est-ce que c'était vraiment les meilleurs? C'est pourquoi Kofo se plaît, il dit, mais il faut revoir le staff technique. Peut-être dans sa composition, peut-être qu'il faut garder Faye, mais il faut voir peut-être la composition. Le préparateur physique de la CAN passée. C'est pas lui qui se trouve à la Coupe du Monde. Félix. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un prof du lycée? Est-ce qu'on a un complexe? Donc je pense qu'il y a des questions, il faut s'interroger. C'est pourquoi je ne donne pas de réponse définitive. Je pense qu'il faut analyser à froid les techniciens, il faut faire un bilan et voir ce qu'il faut faire. D'accord. S'il faut faire des changements, faire des changements. Et le 21, on nous attend face au Ghana, le 21 septembre. Ça se prépare dès maintenant. D'accord, messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission. Kofo, Jean Hubert, journaliste à l'Intelligent d'Abidjan, Michel Beta, directeur fondateur du journal de Bélier, et Kone Boubaka, secrétaire général adjoint de l'Africanisme. Merci, messieurs, d'avoir été sur ce plateau, de nous avoir aidés à décortiquer les sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Merci à l'équipe technique qui a travaillé à la réalisation de cette émission. Merci aussi à vous qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne pour un autre numéro de la revue de presse grand format. Bonsoir.